Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Edoui Plenel. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous, journaliste, cofondateur du site Mediapart. Vous publiez donc Sonnons l'alarme, faits et gestes de la présidence Hollande, décryptage au jour le jour d'une catastrophe annoncée. C'est aux éditions Don Quichotte, on va prendre le temps d'en parler, mais d'abord, priorité comme on dit à l'actu chaude. C'est important parce qu'il y a vous avez vu ce Penelope Gate, cette affaire Pénélope Fillon, qui s'emballe un peu quand même après ces révélations. C'était hier du Canard enchaîné sur l'emploi supposé fictif de la femme de François Fillon à l'Assemblée nationale. Je rappelle les faits pour 500 000 euros sur 8 ans. Le parquet financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux. François Fillon, sa réaction hier à Bordeaux, c'est boule puante, misogynie. Avant de rentrer dans le fond du sujet, c'est une mauvaise défense ou ce qu'il n'a pas tort? On peut se dire qu'il y a peut-être un timing de cette révélation qui n'est pas anodin. Non, il aurait dû quand même prendre quelques précautions. C'est une vraie grave affaire qui pose deux problèmes. Un problème qui concerne les Républicains et M. Fillon. Personne ne connaissait, et des vidéos nombreuses en témoignent, Pénélope Fillon comme collaboratrice de M. Fillon. Ça ne se savait pas, même dans sa famille politique. 500 000 euros plus 100 000 euros de M. Ladrette-Lacharrière à la Revue des Deux Mondes pour deux petites notules. Le rédacteur en chef ne l'a jamais contacté. Ça fait au total 600 000 euros qui, dans le cas de M. Fillon, ça c'est sa femme, c'est de l'argent public pour les 500 000 euros. N'oubliez pas, c'est de l'argent public. Pas pour les 100 000 pour le coup. Pas pour les 100 000, mais l'enquête préliminaire peut poser la question d'un abus de bien social s'il n'y a pas de travail derrière. Et donc, il y a ces 500 000 plus 100 000. Et je souligne dans le cas de M. Fillon, vous savez qu'il a créé une société de conseil. Il ne veut pas rendre public, alors qu'il est candidat à la magistrature suprême, ses clients. Et il veut être président de la République. Il a fait du conseil. Il en a l'obligation? Mais il faudrait supposer, comme certains en font l'hypothèse, qu'il ait eu beaucoup de clients internationaux, russes notamment. C'est des questions de conflit d'intérêts que tout le monde des affaires, que tout le monde économique connaît. Enfin, je voudrais dire, au-delà de M. Fillon, et c'est pour ça que toute la classe politique est embarrassée, il y a derrière ça un autre scandale plus grave qui va bien au-delà du seul candidat de la droite. Oui, parce que, pardon, je vous vois venir, il n'y a rien d'illégal. Non, mais bien sûr. C'est permis par la loi. C'est bien. Vous avez sorti un article entre 10 et 20% des députés ont recours. Claude Bartolone à gauche et d'autres. Mathieu, Mediapart, a révélé qu'à l'Assemblée nationale, il y a plus d'une cinquantaine d'épouses qui sont employées. Donc 10%. Des fils, des filles. En clair, il y a un népotisme familial. Vous savez, qui est autorisé par la loi. Oui, mais à la Chambre des représentants des États-Unis, c'est interdit. Au Parlement européen, c'est interdit. Ces questions-là posent le problème d'un entre-soi politique. Si faire de la politique, c'est faire vivre sa famille. Bien sûr, on va parler du népotisme, mais en l'espèce, François Fillon n'a pas commis d'erreur en prenant sa femme comme assistante parlementaire. C'est autorisé par la loi. Si c'est un vrai emploi, je vous le redis. C'est ça le sujet. C'est un vrai si c'est un emploi fictif. Comment ça se prouve? Certains disent que c'est invérifiable. Mais si, l'enquête préliminaire va voir tout le monde, va demander si à l'Assemblée on la voyait, va demander des traces, va demander des documents. Enfin, sincèrement, toutes les personnes qui sont dans ce mouvement politique disent, et je vous le redis, vous pouvez retrouver sur le site de l'INA des vidéos où Mme Fillon dit « Mais moi, je suis une femme à domicile, à la maison, une mère de famille, je ne travaille pas. » Elle l'a dit à Bien Public en novembre 2016, bien sûr, comme quoi elle n'avait jamais accompagné dans son mari. C'est très curieux pour moi, comment à chaque fois on a l'impression, tous ces politiques, comme si, parce que M. Fillon a eu des phrases très dures. Il a dit, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. Il n'est pas mis en examen. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on attaque, en l'occurrence, il attaquait à juste titre Nicolas Sarkozy sur ces questions-là, eh bien, il faut soi-même faire très attention. C'est vrai qu'il a souvent mis en avant sa probité, son exemplarité, la rigueur aussi de la gestion des deniers publics. C'est une affaire qui pourrait le gêner politiquement, brouiller son image, remettre en cause la sincérité de son discours. C'est ça le vrai risque. Bien sûr, et puis je vous le redis, ce sont des montants importants. Quand même, quand M. Fillon est remplacé à l'Assemblée nationale par son suppléant, elle touche à ce moment-là le maximum, pratiquement tout. 8 000 sur la réserve de 9 000. C'est plus de 7 000 euros en brut. Je l'ai dit, je ne le cache pas, moi, mon salaire de patron de Mediapart, il est de 7 600 euros brut. C'est un très bon salaire. Mais ce n'est pas de l'argent public.
Non, mais ce que je veux dire, je vous parle du montant. C'est-à-dire que c'est à la fois de l'argent public, peut-être pour un emploi fictif, et par ailleurs, hein, ce n'est pas une petite pige à 500 €. À ce stade, encore une fois, ces soupçons, on est encore au soupçon d'emploi fictif, ça peut avoir, selon vous, un impact sur la campagne, le handicaper, nuire à sa campagne, provoquer des dégâts peut-être considérables? Écoutez, c'est tout le problème. C'est trop tôt. Si notre pays et tout le monde, toute tendance confondue, attend une politique qui retrouve une sorte de vertu républicaine. Ça concerne tout le monde et certainement pas ceux qui voudraient soi-disant en profiter, c'est-à-dire le Front National. Comme vous le savez, nous avons révélé toutes sortes d'affaires financières concernant le Front National, son financement par la Russie, par des banques russes, le familialisme, là aussi, entre le père et la fille, entre les comptes, entre les prêts, etc. L'emploi aussi de M. Alliot, le compagnon, et dans des affaires qui existaient au Parlement européen. D'ailleurs, il y a une enquête ouverte. Donc là, pour moi, qui croit à la politique, je crois à ce bien commun, mais je pense qu'il faut une vraie opération main propre en France. Nous avons enfin... Il faut mettre main à ce népotisme politique. Ça fait partie des mauvaises habitudes, des mauvaises pratiques françaises. Il faut interdire ça. Mais il faut revenir à une politique. On est comptable et on n'est pas, comment dire, c'est pas une carrière, c'est pas une profession. On peut avoir un métier et après faire de la politique pendant un moment. Non, mais le fait d'embaucher, encore une fois, sa femme, oui, bien sûr. son fils, sa fille, il faut l'interdire, ça? Non, mais il faut interdire tous ces conflits d'intérêts, tout cela. Il faut, quand je dis opération main propre, je dis quelque chose qui fait référence à, vous savez, une histoire qui s'est passée en Italie, quand les deux partis en sont morts, la démocratie chrétienne et le Parti socialiste, un parti de droite et un parti de gauche. Je crois que les questions de corruption, les questions de mélange entre l'intérêt public et les affaires publiques et l'intérêt privé sont très graves chez nous. Vous savez que ce parquet financier qui a spontanément ouvert l'enquête hier n'existe grâce à qui? Grâce à des révélations journalistiques. Oui. C'est l'affaire Cahuzac, c'est Mediapart, c'est notre entêtement qui a fait qu'il y a ce parquet financier qui aujourd'hui agit et puis qu'il y a la haute autorité de transparence sur la vie politique qui oblige à savoir des choses. Et donc je crois qu'il faut aller très clairement dans cette direction et que ceux qui ont failli doivent sortir du paysage. En Grande-Bretagne, il y a eu sur l'utilisation des frais parlementaires, une affaire que nous avons révélée aussi en France, qui n'a pas eu de conséquences judiciaires, hélas, eh bien, ceux qui ont utilisé leurs frais parlementaires pour des affaires privées, eh bien, ils ont été condamnés, ils ont quitté la vie politique. Certains, Denis McShane, qui est un parlementaire respectable, il a même fait quelques mois de prison ferme pour ça. C'est comme ça qu'on redonne de la vitalité, du souffle à la démocratie. Ça fait partie des... Bien sûr, la démocratie, c'est pas le régime. Parce qu'elle est en danger, il faut sonner l'alarme. Bien sûr, sonner l'alarme, c'est pas le régime. Le danger imminent, c'est quoi le danger imminent? C'est la montée des populismes. C'est que la démocratie soit en péril. Vous voyez bien dans quel monde nous sommes. On va parler de la France, mais déjà, le sonnons l'alarme, c'est des pouvoirs autoritaires, identitaires, inégalitaires. C'est Trump. C'est Trump qui dit ce qui est faux est vrai. La post-vérité, la fait alternatif qui attaque les journalistes, qui refuse le pluralisme, qui est orwellien. On est dans un monde où on bascule, où il n'y a plus de rapport au réel. Alors ce sonnons l'alarme, c'est aussi nous. Aujourd'hui, nous commencions par cela par rapport à l'ébranlement de la campagne du candidat de droite. Mais nous disons à Mediapart, rien ne se passera comme prévu. Madame Duflot a été sortie, Monsieur Hollande n'a pas pu y aller, Monsieur Hamon émerge aux primaires socialistes. Monsieur Fillon a créé la surprise et il lui arrive un accident. Nous sommes dans un moment très instable, très incertain. Dans ce moment-là, sonner l'alarme, ça veut dire cela. Nous devons nous accrocher à une exigence démocratique. Nous n'avons, nous les citoyens, qu'une arme, la démocratie. La retrouver, pas le sauveur suprême, pas l'homme providentiel. Avoir, par exemple, et c'est un enjeu des débats que nous allons avoir, un Parlement qui représente vraiment le pays, où il y a de la proportionnelle, où il y a des majorités d'idées. Est-ce qu'un seul homme aujourd'hui... Proportionnelle intégrale ou... Mais bien sûr. Pourquoi? Est-ce qu'un seul homme aujourd'hui peut avoir des réponses à la révolution numérique, à la crise écologique, au danger et à l'instabilité du monde? Eh bien non. Il faut une délibération. Il faut des majorités d'idées. Il faut que des gens de bonne volonté
volonté venue de toutes les familles puisse essayer de comprendre les choses. On risque un peu d'instabilité aussi. L'histoire nous a montré que la proportion intégrale, après... Ça, c'est une vision fausse. Le moment le plus fondateur de notre République, c'est les débuts de la Troisième République. Les grandes lois dont nous parlons, la loi sur la laïcité, les premières lois sociales, la loi sur les associations, les lois sur l'école, la loi sur la presse et les médias, elle date de cette première période, qui est une république parlementaire formidable. Il y avait des corrompus, il y avait des scandales, mais il y avait... Les gouvernements tenaient... Il y avait ce pluralisme, il y avait des pouvoirs, des contre-pouvoirs, il y avait des débats. Il y avait de la stabilité gouvernementale. Mais il y avait surtout une continuité politique. L'important n'est pas la stabilité gouvernementale, l'important c'est que nous, citoyens, on se retrouve, qu'on ne se sente pas mis de côté. Il y a une forme de continuité entre Nicolas Sarkozy et François Hollande finalement. Bien sûr, c'est une catastrophe qui a continué. Ce sont des hommes qui ont été présomptueux. Ces institutions sont plus fortes qu'eux. Elles les dévorent. Dans le cas de Sarkozy, ça a révélé son hystérie personnelle. Dans le cas de Hollande, ça a révélé, je dirais, sa dépression personnelle. Et on voit, au bout du compte, ils font campagne en disant « nous », ils font des meetings où il y a beaucoup de monde, ils font des discours du Bourget, puis après ils disent « je », et puis après ils disent « je » en nous entraînant dans des aventures. Dans le cas de François Hollande, et nous le traitons dans ce livre collectif, il y a toutes ces aventures militaires. Est-ce qu'elles ont résolu quoi que ce soit? Non, elles nous ont mis en péril. Elles nous exposent. Vous savez, lutter contre le terrorisme, lutter contre des menaces, c'est pas faire la guerre sans fin, c'est avoir des solutions politiques, c'est trouver des éléments de stabilité, des éléments de solution, de continuité. Et là, notre alarme n'est pas... Pardon, mais c'est pas ça qui a affaibli la gauche de gouvernement. C'est pas tellement les opérations extérieures, c'est plus le fait qu'il y a... Elle a été élue, François Hollande a été élu sur un programme qui n'a pas été appliqué derrière. Bien vu. D'ailleurs, Benoît... C'est lui le frondeur. Ce que vous dites, le vrai frondeur, c'est pas Hamon et les autres. Le vrai frondeur, selon vous, c'est Hollande. Benoît Hamon l'a rappelé hier. Il l'a rappelé hier à Manuel Valls. Il dit le premier respect, c'est de respecter le programme. Et pour moi, c'est quelque chose... Je suis toujours surpris quand nous-mêmes, dans les médias, on accepte ce cynisme politique. Si on se présente devant les électeurs, c'est avec des engagements. Alors, autant qu'il y en ait peu. Autant qu'il y en ait peu et qu'ils soient précis. Mais ces engagements, après, on les respecte. Et en effet, les frondeurs n'étaient pas les dissidents. C'était ceux qui disaient « mais on a été élus sur cette feuille de route, donc voilà, respectons cela ». Et vous, Plenel, on voit les images là, du débat d'hier soir. J'imagine que vous l'avez un petit peu quand même regardé. Oui, on sait que Manuel Valls est en ballottage défavorable. Est-ce que c'est un débat, selon vous, qui peut ou pas inverser le cours des choses ? Je pense que ce débat a révélé trois choses. La première, c'est que Benoît Hamon, même si on peut discuter dans le détail de cette proposition de revenu universel d'existence, a réussi à mettre le travail au cœur du débat. Et au-delà du travail, on l'a vu hier, il a très bien parlé de la santé. Il a parlé de choses qui nous concernent, ce qu'on a tous en commun, le travail, la santé, la vie quotidienne, etc. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en contraste, et on l'a revu à nouveau, Manuel Valls incarne quoi? Ceux qui font diversion et nous ont empoisonné la tête, ils existent à droite et à gauche, avec d'autres questions. Le bouc émissaire, les questions identitaires, une partie de notre peuple au nom de sa religion, l'islam, de son origine, de son apparence, l'épisode de la déchéance de nationalité qui a été une fracture profonde. Et ça, c'est vraiment ce qui nous pourrit la vie depuis 30 ans. Revenons à ce que nous avons en commun. Enfin, le troisième point, et c'est pour ça que j'insistais là-dessus, là, ils ont été unanimes, ce qui est très faible dans leur débat socialiste, c'est leur vision du monde. C'est justement sur les questions internationales. Nous rentrons dans une période totalement nouvelle. Il ne suffit pas de dire la révolution numérique que nous vivons, vous ici et nous à Mediapart, nous sommes dedans. Mais il faut bien voir que nous sommes dans une époque de transition qui pour moi ressemble, et de ce point de vue la révolution numérique est peut-être comme l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle, à la Renaissance. La Renaissance, c'est un basculement de grandes inventions, de grandes découvertes, mais en même temps de grandes catastrophes. C'est là qu'il y a des crispations, des guerres, des violences, des destructions de peuples, l'esclavage, vous connaissez, des guerres de religion, tout ça se passe. Mais c'est en même temps la Renaissance, c'est un moment progrès-régré. Nous sommes dans ce moment-là et nous sommes quand même un peu instruits de l'histoire. Et dans ce moment-là, je pense justement qu'il ne faut pas jouer les matamores, jouer ceux qui, de manière autoritaire et verticale, et je pense à M. Valls comme à M. Sarkozy, ou parfois à M. Hollande aussi, je pense qu'au contraire, il faut être très attentif à la fragilité du monde. Nous sommes les premiers dans l'histoire de l'humanité à être dans une civilisation globale, totalement interdépendante
interdépendante, totalement multiculturelle. Les gens qui sont dans l'économie mondiale le vivent, le savent. Et dans ce cas-là, il faut être très précautionneux, très attentif, être en relation avec les autres. Et aujourd'hui, nous voyons bien tout ce qu'il y a à reconstruire. Parce que mais la voix de la France doit être forte aussi. Bien sûr. C'est aussi la question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, la voix forte en Europe, c'est pas la France. Mais parce que nous avons renoncé là-dessus. Rappelez-vous, on dit que c'était peut-être une impuissance. Non. Rappelez-vous comment nous avons été fiers, tout notre pays et notre pays dans le monde, lors du refus de l'aventure irakienne. Jacques Chirac. Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Et nous savons bien comment nous avons évité d'aggraver la catastrophe du monde. On le sait, aujourd'hui, nous avons encore révélé sur Mediapart le scandale des crimes sexuels, des violences sexuelles qui ont accompagné contre les prisonniers d'Abu Ghraib, cette humiliation qui produit après Daesh, l'État islamique, cette invasion d'un pays souverain, la destruction de l'État irakien, fut-il une dictature. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que dans ce moment-là, la voix de la France, c'est justement de défendre des principes. Nous sommes un vieux pays dans un continent qui a mis le monde en péril. 2 guerres mondiales. De cela est né l'idéal des Nations Unies, qui est aujourd'hui bien malmené, avec un Conseil de sécurité qui est souvent au piège de 5 grandes puissances qui sont celles d'un autre monde. Et donc nous devons réinventer un monde interdépendant, un monde de discussion. Mais ces sujets ne sont pas dans la campagne pour l'instant, ni à droite, ni à gauche. Ce n'est pas les sujets dont on parle aujourd'hui. En même temps, est-ce qu'on peut se faire élire en parlant de ces sujets-là? Mais si, il faut en parler, parce que le monde, il est en nous, il est là. Quand Manuel Valls a eu cette phrase terrible, expliquer, c'est déjà excuser, à propos des attentats, il a fait l'éloge, tout enseignant le sait, de l'ignorance. Ce qui est stupide, parce qu'il faut essayer de comprendre le monde. Le monde, il nous menace, il nous inquiète, il nous intrigue, et il est en nous. Nous sommes faits du monde. Quelle est la force de ce pays? Nous fêtons actuellement les navigateurs, le Vendée Globe, ses succès, ses arrivées, ses victoires et tout. Et c'est le Breton qui vous parle. Mais nous avons été faits de cette projection sur le monde. Nous avons traversé les océans. Nous sommes la seule nation du monde aujourd'hui à avoir encore des colonies directes. Nous en sommes fiers, des Outre-mer. C'est notre monde. Le monde est en nous. Et donc ce monde, il faut en faire la pédagogie, il faut le connaître, il faut en discuter. Et nos citoyens, ils sont adultes, ce ne sont pas des ignares, ils peuvent très bien le comprendre. Bon, c'est intéressant parce que vous évoquez François Hollande, on voit d'ailleurs votre ouvrage. François Hollande, je reviens à la primaire, qui n'a pas voté au premier tour. Pardon, je reviens à des choses plus concrètes. Qui a été dans le désert même. Et voilà, d'ailleurs, loin de Paris. Là, il va être en France, François Hollande, ce week-end. On le sait, il n'ira pas voter. Cette absence, elle est coupable? Non, ça c'est son problème, mais moi je pense simplement que ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que François Hollande a construit son propre piège. Ouais, c'est ça. C'est la terrible. Catastrophe annoncée. C'est terrible. Nous avons dit depuis longtemps que une droite qui s'extrémise et qui lève les barrières avec l'extrême droite, c'est ce qui s'est passé sous Sarkozy avec la déchéance de nationalité, le halal, la chasse à l'étranger, etc. Mais une gauche qui déçoit, ça rajoute une désespérance, ça tue l'espoir. Et qu'est-ce que ça fait? Et c'est ça la catastrophe annoncée. Vous savez, nous avons dit à Mediapart, et je le maintiens aujourd'hui, à quelques dizaines de semaines de l'échéance, que le Front National peut gagner en France aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il suffit... Arithmétiquement, on sait que pour gagner, il faut avoir 18 millions de voix au second tour. Si on projette les 25% régionales, on arrive à 10 millions, c'est ça? Oui, mais 10 millions, il manque 8-9 millions. Ne faites pas le même calcul qui a piégé tous les observateurs américains. Ce n'est pas seulement un nombre comme ça, c'est aussi qu'est-ce qui se passe dans le contexte. La démobilisation. La démobilisation. Taux d'abstention aux États-Unis le plus fort depuis 2000. En France, en général, les élections présidentielles, c'est 80% de oui, mais participation. division de la gauche. Division de la gauche. Ce qui est le débat à partir du 30 janvier. Macron, Mélenchon, le candidat socialiste. Démobilisation, fracture, blessure. Démobilisation de l'électorat de gauche, à qui on ne refera pas le coup d'aller arbitrer entre la droite et l'extrême droite. On les a trop malmenés. Démobilisation de la gauche. Et d'autre part, et c'est le problème de M. François Fillon, un vote très identitaire de l'électorat de droite à la primaire, mais un Fillon qui n'a pas de dynamique, qui reste englué un petit peu dans sa base initiale. Eh bien ça peut créer l'accident. Ça peut créer un moment où, par accident électoral,
Par faible participation, par démobilisation, l'extrême droite arrive. Alors pourquoi pourrait-elle arriver? Parce que, hélas, hélas, une bonne partie de la droite et une partie de la gauche lui font la courte échelle, en épousant son agenda, en ne créant pas de différence d'identité profonde, de programme profond. Qu'est-ce que c'est notre République, liberté, égalité, fraternité? C'est ce mot qui est au milieu. L'égalité, l'égalité des droits, la conquête de droits nouveaux, le fait de se déplacer, de faire mouvement, de ne pas être assigné à son origine, à son apparence, à sa religion. Et qu'est-ce que c'est que l'extrême droite comme famille intellectuelle, et qui peut avoir d'ailleurs des talents intellectuels? C'est ceux qui disent « on est inégaux ». Il y a des hiérarchies entre les peuples, entre les civilisations, entre les sexes, entre les nations. C'est notre adversaire historique à tous les républicains, de quelque bord que ce soit. Alors il ne suffit pas de le dire en campagne électorale, il ne faut pas jouer avec leur registre identitaire, inégalitaire, autoritaire. Il y en a un qui ne joue pas sur ce registre-là. Il y en a un qui ne joue pas là-dessus, c'est Emmanuel Macron. Vous parliez d'espoir, justement. Il se veut en rupture un petit peu avec la vieille politique. En même temps, vous avez vu tous les dinosaures de la politique, les Jean Pauluchon, les Corinne Lepage, les Jean-Marie Cavada, ce sont des encombrants soutiens quand ça ne fait pas casting très 21e siècle, quand on veut incarner autre chose? C'est le premier problème de Macron, c'est de ne pas être le radeau de la Mésuse de tous les désespérés de la politique professionnelle, de tous ceux qui veulent être repêchés. Avoir le soutien d'Alain Minc, qui est une boussole qui a toujours indiqué le Sud, avoir le soutien de Bernard Kouchner, qui a aussi bien été, comme on dit, c'est pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. C'est le vent qui tourne. Bref, mais c'est une vieille formule qui a été reprise par M. Ferrand, qui est le député socialiste qui soutient Macron. Emmanuel Macron a une dynamique comme Mélenchon. Les médias parlent beaucoup de Macron, mais il y a deux dynamiques qui montrent en fait la crise de la Ve République. Alors c'est un paradoxe, parce que l'un comme l'autre se présente en homme providentiel, se présente en homme qui dit « je vais vous rendre le pouvoir ». Donc moi je jugerais ces dynamiques... Vous l'avez reçu 2h30, c'était fin 2016, Emmanuel Macron. C'est quoi cet animal politique? Il est social-libéral, c'est le fauné ou le fantôme de Hollande, comme le disait Marianne récemment? Il a réellement des convictions social-libérales. Il y a eu un moment d'ailleurs qui a beaucoup buzzé sur le net où il l'a totalement défendu à propos de l'ubérisation de la société, en acceptant que ça abîme le droit du travail, mais en disant je préfère ça plutôt que toute une jeunesse soit assignée à résidence, etc. Donc il a un vrai credo libéral. Non, la surprise de ces 2h30, pour ceux qui le mésestimeraient, c'est qu'il en a dans le ventre. C'est qu'il a su renvoyer, vous savez, nous on n'est pas très tendres, hein, on a des questions qui fâchent, et il a renvoyé les balles, et en 2h30, ça se voit, s'il y a du fond, etc. Ça se voit, parce qu'en 2h30, il faut tenir, c'est un peu un petit marathon, il n'y a pas de pause publicitaire, il n'y a pas de découpage comme ça, et donc on l'a vu. Mais je reviens, ce qui pour moi reste l'essentiel, après il y a des diversités de programmes, de décisions, mais moi je pense vraiment qu'il faut en sortir de l'homme providentiel. Tant la France insoumise que le mouvement En Marche, je ne connais pas les procédures de désignation des candidats aux législatives, je ne connais pas les statuts. Vous savez, on moque les partis politiques, mais il y a au moins des procédures. Ouais. Et donc là, il y a une vraie question qui est que comment encore nous sortirons des temps difficiles, incertains, mais prometteurs. Car je trouve bien que tous ces gens-là, version plus à droite, version plus à gauche, essayent de nous redonner de l'espoir, de la confiance, de l'élévation, parce que ce pays est très dynamique, il a toutes sortes de potentialités formidables. Mais ce qu'il faut, c'est que nous retrouvions, après l'élection présidentielle, les moyens d'en délibérer nous-mêmes, qu'on retrouve un collectif, qu'on ne se dise pas « tout d'un coup, je suis président, maintenant il y a une majorité présidentielle, le doigt sur la couture du pantalon, vous devez obéir ». Non, ça ne marche plus comme ça, c'est fini. Et c'est un mode archaïque. Nous sommes au XXIe siècle, notre politique professionnelle, elle doit totalement changer de logiciel. Bon, voilà, merci à vous. Midi passé de 26 minutes, merci d'avoir été avec nous. Edoui Plenel, sonnons l'alarme, faits et gestes de la présidence Hollande, donc aux éditions Don Quichotte. J'ai oublié cette question, sur les on finit là-dessus, sur les boules puantes, là, il y a quand même un timing qui peut quand même surprendre ou pas. Sur François Fillon, on ne l'a pas évoqué, mais voilà, il y a des officines qui sont là. Ça vient de la gauche ou de la droite Non, mais vous savez, moi j'ai un réflexe de cuisinier. Vous savez que nous, Mediapart, nous sortons souvent des affaires qui dérangent, et il y en a d'autres qui vont venir. C'est servi en salle quand c'est prêt.
Donc nous faisons notre travail, nous cherchons des choses, toujours, nous avons des curiosités, et puis personne n'appuie sur un bouton autre, que ce soit au Canard enchaîné ou à Mediapart, que nous-mêmes. Et avoir un agenda politique en se disant « je ne dois pas sortir ça parce que c'est la présidentielle », ce serait profondément, justement, accepter de perdre notre indépendance. Vous savez, Mediapart, nous avons sorti entre les 2 tours de la présidentielle, la dernière, les révélations sur l'affaire libyenne de Nicolas Sarkozy, qui sont aujourd'hui de plus en plus confirmées et qui, normalement, devraient aboutir à une convocation de l'ancien président de la République devant la justice. Le financement par la dictature libyenne en 2007 de sa campagne électorale. Bon, c'était prêt. Est-ce qu'il fallait décider « Ah, zut, on est en pleine campagne présidentielle, je sors ça, j'ai l'air de donner un coup de pouce à l'autre ». Non, c'était prêt. J'allais pas rentrer dans un agenda partisan, d'une manière ou d'une autre. Ça sort quand c'est prêt, et je pense que pour le Canard enchaîné, c'est la même chose. Après, les sources ont toujours des intérêts. Voilà. Les sources elles ont hein. toujours des motivations. On ne leur demande pas de certificat de baptême. Nous, notre travail, c'est de les connaître, et c'est de vérifier, c'est de recouper, et de s'assurer que c'est d'intérêt public, ce qu'a sorti le Canard enchaîné hier, dans la foulée des autres révélations de Mediapart sur ce familialisme des parlementaires qui ne concerne pas que M. Fillon. Eh bien, c'est une information d'intérêt public, c'est de l'argent public. Exactement. Merci à vous. Merci pour ces commentaires. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Boursorama. Merci Douplenel. Au revoir. Merci.